Ok. Bonjour à toutes et à tous. Il est 9h02. Je vous propose peut-être d'attendre une petite minute afin que tout notre auditoire soit présent à ce webinaire ce matin, parce que nous sommes très nombreux. Ce webinaire a beaucoup été sollicité. Donc, une petite minute pour ceux qui sont déjà avec nous et que je remercie de leur présence ce matin. Voilà, je vais proposer qu'on démarre cette séquence. Donc à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire, notre premier Cap Brésil, Destination Brésil. Si vous êtes avec nous autour de cette présentation, c'est que le Brésil fait probablement partie de vos prochaines priorités de développement business. En effet, nous constatons depuis plusieurs semaines déjà une augmentation des demandes d'entreprises françaises qui s'interrogent sur la manière de développer une activité ici au Brésil, d'où cette proposition de webinaire par la Chambre, par la CCIFB. Donc l'objectif de ce webinaire avec nos experts que je vous présenterai par la suite est de vous donner une lecture claire, concrète et très opérationnelle pour lancer, créer, structurer une activité commerciale au Brésil, donc sur ce marché. Le Brésil est un marché d'opportunités, c'est aussi un marché très exigeant, où les erreurs peut-être de timing, de structuration, peuvent avoir un impact important sur votre projet. Donc, ce webinaire se veut très pragmatique et l'idée, c'est que nos interlocuteurs puissent aussi vous partager des exemples très concrets, des exemples terrain, pour illustrer ce qui fonctionne bien et les points de vigilance qu'il faut avoir, voilà, pour éviter les petits pièges, etc. Quelques règles du jeu sur 7h30 de présentation. Nous allons dérouler totalement la présentation pour garder un fil très clair et très structuré de ce que nous souhaitons vous partager. Et vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau via le chat tout au long du webinaire et on se réserve un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Voilà. Alors, je vous présente ici nos intervenants. Nos intervenants sont des membres de la Chambre de la CCIFB. Ils sont tous intégrés depuis un certain temps à notre écosystème, en moyenne plus de 15 ans pour chacun. Et ils interviennent tous les jours sur des projets d'installation, les projets que nous allons aborder aujourd'hui. Je démarre par Cyprien Aufet, qui est le CEO de Novatrade Brésil. Cyprien accompagne les entreprises étrangères dans leur lancement au Brésil depuis plus de 15 ans. Et Novatrade est un importateur, distributeur opérationnel qui permet de tester, déployer une activité sans structure locale immédiate. Novatrade a déjà accompagné plus de 300 projets à ce jour. Nous avons ensuite deux expertises du cabinet d'avocats GT Lawyers avec nous ce matin. Le cabinet accompagne, conseille des entreprises dans la structuration juridique de leur activité au Brésil. Nous commençons par Tammy Tanzili. Tammy, associée fondatrice du cabinet GT Lawyers. Son expertise se tourne essentiellement autour du droit des sociétés, fusion-acquisition, marché de capitaux, investissement étranger et contrats commerciaux. Tammy accompagne des clients nationaux et internationaux dans leur opération stratégique au Brésil. Tammy est accompagnée de Cécile Verdeau. Cécile est avocate au barreau de Paris depuis plus de 15 ans. Elle est la coordinatrice du French Desk du cabinet GT Lawyers. Dans ce cadre, elle intervient sur de la structuration, construction de sociétés, des réorganisations sociétaires, des due diligence, de la négociation contractuelle. Et nous terminerons cette présentation avec Béatrice Mayence. Béatrice est la CEO fondatrice du cabinet Better Company Consulting. Son expertise, c'est accompagner des dirigeants sur le développement du leadership, la structuration de leur organisation, de leurs équipes dans un contexte international
de management interculturel. Elle est également coach. Avant de passer au vif du sujet, je vais me permettre de vous présenter la chambre de commerce, son rôle, question très récurrente que vous nous posez. Comme ça, j'apporterai une réponse collective. Donc voilà sur cette slide, la CCIFB. Donc la CCIFB, nous sommes une association qui, depuis plus de 125 ans maintenant, 126 ans, permettons d'entretenir, enrichir les relations bilatérales entre la France et le Brésil. Nous servons nos adhérents autour de 4 structures régionales, même si nous sommes une chambre nationale. Les structures régionales sont Sao Paulo, Rio, Curitiba pour le Paraná, Belo Horizonte pour le Minas Gerais. Et nous avons également 3 antennes plutôt situées sur le nord-est du pays. Vous pouvez voir la carte sur la slide. Aujourd'hui, la CCIFB représente un réseau de 500 membres, 500 grandes entreprises. On va dire qu'il y a 15% de ces membres qui sont plutôt des grandes entreprises, des grands groupes du CAC 40. Et vous avez une belle masse d'entreprises de taille intermédiaire, de grosses PME et plus petites PME. Et ensuite, on a 10 à 15% de nos membres qui représentent des startups et des entreprises individuelles. On va retrouver dans cette tranche également les entrepreneurs français qui démarrent leur activité au Brésil. Comme vous pouvez le lire juste en dessous, nos membres couvrent un large spectre sectoriel. Depuis l'industrie, le retail, les services, en passant par l'énergie, la finance et le développement durable. Alors, le rôle de la CCIFB, quel est-il? Il repose essentiellement sur 3 piliers. 3 piliers d'action. Tout d'abord, visibiliser votre entreprise au sein de notre écosystème, un écosystème qui vous soutient. Second point, vous informer à travers nos commissions sectorielles, les forums, les rencontres que nous organisons. La CCIFB organise pas tout à fait une centaine d'événements par an, c'est assez considérable. Et enfin, notre rôle est de vous ouvrir des portes, des connexions, depuis des actions de networking jusqu'à de la mise en relation avec des entreprises, les bons interlocuteurs qui vous accompagneront au travers de vos projets. Voilà pour la CCIFB, pour en savoir davantage. Nous rentrons ici donc dans le vif du sujet. 7h30 partagé. Vous avez le fil conducteur de ce webinaire. Le contexte est très clair. Le Brésil est un pays qui est très regardé, de plus en plus stratégique. Là, je pense notamment, et on en parlera au Mercosur bien évidemment, ça fera l'objet d'un point dans cette présentation. Mais convoiter le Brésil nécessite une préparation rigoureuse. C'est un peu cet effet de balancier qu'on va vous apporter ce matin entre toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous et les précautions qu'il va falloir prendre. Mais tout cela est une belle aventure qui va s'ouvrir à vous, bien évidemment. On va démarrer avec quelques chiffres clés sur le Brésil. On va vous présenter également les différentes voies d'entrée sur ce marché. Point important, on en parlera, ces voies d'entrée ne sont pas exclusives, elles peuvent être tout à fait complémentaires. Je laisserai les experts vous en parler selon le stade de maturité de votre projet commercial. Et nous finirons cette présentation par un point important, c'est celui des ressources humaines, du recrutement de votre équipe au Brésil, très très important. Passons désormais aux chiffres clés du Brésil, ce qui le rend aujourd'hui commercialement attractif. Le Brésil donc, est une destination qu'il faut regarder de très près. C'est une destination stratégique pour plusieurs raisons. Vous voyez les chiffres sur cette slide. C'est un géant, en effet, démographique, 215 millions d'habitants, première économie d'Amérique latine. C'est d'ailleurs souvent la porte d'entrée vers l'ensemble du marché de l'Amérique latine. Et son PIB le place dans le top mondial. Qu'est-ce que ça traduit concrètement en termes de potentiel business? C'est un marché domestique massif qui consomme, c'est une demande interne très solide et c'est une capacité d'absorption importante pour de nouvelles offres internationales, les vôtres. La France a ses atouts à jouer au sein de ce marché avec son savoir-faire, son image premium bien évidemment.
Aujourd'hui, la France, qu'est-ce que c'est? C'est le second investisseur au Brésil, derrière les États-Unis. Nous avons 1300 filiales françaises sur le territoire brésilien et un stock d'investissement significatif de plus de 69 milliards de dollars. Vous voyez les chiffres sur cette slide. Si on élargit un peu le scope et si on se situe au niveau de l'Union européenne représente aujourd'hui 40% des investissements étrangers au Brésil. Donc le message ici à retenir est très simple, hein, on reviendra dessus. Le Brésil n'est pas un marché émergent dans le sens risqué du terme. Il est devenu un marché qui a déjà démarré une forme de structuration qui se développe et dans lequel il faut s'intégrer intelligemment et avec rigueur. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à Cyprien Oufet de Novatrade Brésil qui va commencer à dérouler voilà, le reste de cette présentation. Merci Fanny. Bonjour à tout le monde, enchanté. Je me présente en deux mots. Moi, je suis Cyprien, CEO de Novatrade. Nous sommes un incubateur brésilien spécialisé dans l'accompagnement de sociétés étrangères qui veulent tester le marché au Brésil. En d'autres termes, on est un importateur-distributeur de services. On met notre structure à disposition de sociétés qui veulent se lancer sur le marché. Moi, je suis au Brésil depuis 20 ans. Et vraiment, ma spécialité, c'est le lancement sur le marché, c'est-à-dire de passer de 0 à 1, de passer d'une feuille blanche, d'un business plan ou d'un PowerPoint à une opération réelle. Alors, avant de rentrer dans le détail, il est important de parler du Brésil. Parce qu'il y a plusieurs Brésil, il n'y a pas qu'un seul Brésil, on parle d'un pays continent avec des dynamiques régionales qui sont assez fortes, un peu comme l'Union européenne. L'Union européenne, c'est plusieurs pays, et bien, le Brésil, il est composé de plusieurs États. Et donc, une fois que l'on a dit ça, en réalité, on n'approche pas le Brésil uniquement par les deux grandes voies d'entrée, les deux grands États, l'État de Sao Paulo ou de Rio de Janeiro. En réalité, on peut rentrer au Brésil par plusieurs portes d'entrée. Il y a plus de 15 villes au Brésil qui font plus de 1,5 million d'habitants, chacun avec ses spécificités économiques. Donc en réalité, il faut savoir par quel Brésil rentrer en fonction de son secteur, de son industrie, de ses clients cibles, de son timing à soi-même par rapport aux concurrents. Et donc vous voyez bien sur cette carte que en fonction de qui on est, eh bien on peut aborder le Brésil de différentes manières. Alors évidemment, la partie sud du Brésil, c'est la partie avec le plus gros PIB. São Paulo représente presque 40% du PIB, l'État de São Paulo du Brésil. Mais il faut vraiment bien regarder quelle est sa stratégie, parce qu'en fait, il y a des énormes opportunités au Brésil, partout, et pas que à São Paulo et Rio. Alors parlons un peu du Mercosur maintenant, on peut passer sur la slide suivante. Alors, c'est une surprise pour personne, hein, le Mercosur, l'accord, on en a beaucoup entendu parler en France, l'accord Union européenne-Mercosur. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est de s'intéresser un petit peu à l'opportunité que ça représente, l'accélérateur que ça va représenter pour des sociétés françaises qui s'intéressent au Mercosur et au Brésil. Alors l'impact, il est énorme en réalité, puisqu'on va avoir à peu près 90% des droits de douane qui vont être réduits à zéro. Cependant, ça ne se fait pas d'un jour à l'autre. Certains codes douaniers, HS code, vont passer à zéro tout de suite, donc ça c'est super pour certains secteurs d'activité, et puis d'autres, ça va se faire de manière plus progressive. Alors un point important, c'est que le droit de douane, l'impôt d'importation qui est concerné par l'accord, ce n'est pas le seul impôt qui s'applique au Brésil, on a d'autres impôts, donc il faut quand même regarder aussi les autres impôts, puisque les impôts au Brésil se calculent en cascade et on y reviendra. Mais en tout cas, ça représente de belles opportunités pour beaucoup de sociétés, cet accord Mercosur. D'ailleurs, si vous avez des doutes, je vous invite à rentrer en contact avec la Chambre. On a développé un petit outil de consultation, LCM HS Code, qui vous permet d'identifier si votre produit est concerné tout de suite, demain et en combien de temps. Donc, si vous êtes intéressé, on vous invite à rentrer en contact avec la Chambre. Alors, on peut passer sur la slide suivante, où on va aborder quelques points importants sur le Brésil, de manière générale, qui s'appliquent sur n'importe quelle voie d'entrée. Pour rappel, aujourd'hui, on va aborder 4 voies d'entrée sur le Brésil. Et il y a certains points qu'il faut savoir sur le Brésil.
Le premier point, c'est la nécessité pour n'importe quelle société brésilienne, que ce soit un distributeur, un importateur, une filiale que l'on crée ou une société que l'on rachète, il y a besoin d'un permis d'importer que l'on appelle radar pour être éligible à importer au Brésil. Donc en réalité, c'est un point hyper important à vérifier. Quand on discute avec le Brésil, il faut vérifier que la personne qui va être en charge de l'importation ait son permis d'importer radar. Ensuite, la classification douanière au Brésil, on parle de NCM et pas de HS code. Donc ça, c'est le code douanier, des produits. Donc il faut toujours vérifier quelle est l'équivalence de son code douanier sur le Brésil pour identifier le code NCM, nomenclature commune du Mercosur. Il est hyper important, ce code NCM, puisqu'il détermine les taxes à l'import, mais aussi les taxes à l'intérieur du Brésil, à la revente interne au Brésil. Et c'est aussi ce code douanier qui nous permet d'identifier quels sont les produits soumis à enregistrement. Puisque, bon, comme dans n'importe quel pays, certains produits doivent être enregistrés avant de pouvoir être importés, commercialisés au Brésil. Alors au Brésil, les organismes les plus connus, c'est l'Anvisa pour les produits hospitaliers, cosmétiques, médicaments, ou le MAPIN pour les intrants ou les produits à origine animale, l'Inmetro pour les équipements plutôt électroniques, l'Anatel pour tout ce qui est à des ondes de radiofréquence, Wi-Fi, etc. Euh, et le code de douanier NCM, c'est lui qui définit ça. Ensuite, un troisième point, c'est la fiscalité. Les impôts au Brésil se calculent en cascade, les uns sur les autres. Donc, il est hyper important de bien appréhender cela. Après, c'est pas du tout complexe à calculer, mais c'est juste qu'il faut le savoir, et comme ça, on arrive à faire le calcul. Et un point hyper important également sur le Brésil désormais, c'est qu'on rentre dans une période de réforme fiscale. C'est extrêmement positif sur le Brésil. Ça vise à tout débureaucratiser, mais il va y avoir une tendance, c'est-à-dire que certains impôts vont naître, d'autres impôts vont descendre, et donc il va y avoir une balance qui va se faire dans les prochaines années jusqu'à 2033. Euh, et ça a vraiment un objectif positif, c'est-à-dire que ça va faciliter le calcul des impôts, le calcul du coût rendu, le calcul de précification au Brésil, qui était un petit peu complexe jusqu'à présent. Et donc la tendance, c'est que ça va se simplifier. Donc c'est une très bonne nouvelle. Encore une fois, on vous invite à entrer en contact avec la Chambre si vous avez des doutes sur le calcul de vos calculs d'importation et le coût rendu de votre produit au Brésil. Alors, continuons sur quelques erreurs que l'on voit sur le Brésil. Encore une fois, le Brésil, c'est un marché avec de très grosses opportunités et il y a plusieurs Brésils, donc c'est un gros marché, le plus gros d'Amérique du Sud. Il y a quelques erreurs que l'on voit de temps en temps qu'il faut essayer d'éviter. C'est bien pour ça qu'on montre une slide pour euh, essayer d'appréhender ensemble quelques erreurs à éviter. Bon, premièrement, bah, c'est la question de son modèle économique, le coût rendu de son produit, le landed cost au Brésil. Hyper important de bien savoir le calculer, de bien prendre en compte si le fait que le Brésil, c'est un pays à taille euh, euh, stratosphérique, ou on va dire c'est un pays continent, et donc en réalité, on ne peut pas appréhender le Brésil avec juste un point d'entrée ou une filiale et distribué dans tout le Brésil. Donc on est obligé d'organiser le Brésil via des sous-distributeurs, via des sous-canaux. On fait souvent du B2B2C. Et donc en réalité, on passe de la marge chez des tiers lorsqu'on se déploie sur le Brésil. Et donc en réalité, le calcul de son coût d'importation, de revente, puis revente consécutive est extrêmement important puisqu'au final, son produit il va être vendu en bout de chaîne. Et donc, il faut être capable, en bout de chaîne, de regarder si on va être dans le coup ou pas dans le coup. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, si c'est du e-commerce, c'est de la vente un petit peu plus directe, mais c'est important. Un deuxième point d'attention, c'est de vouloir copier son modèle européen. Alors, j'imagine que les personnes qui sont avec nous aujourd'hui exportent déjà sur d'autres continents, dans d'autres pays. On sait bien qu'on ne va pas à l'export en faisant un copier-coller de son modèle, mais au Brésil, ça a d'autant plus d'importance de par la taille du pays. Donc, il faut savoir tropicaliser, on utilise beaucoup ce terme, tropicaliser un petit peu son business model par rapport au positionnement de son prix. Et ça arrive à des grosses sociétés de devoir repositionner un peu plus en dessus, en deçà, par rapport à leur positionnement initial. Une structure de distribution, une stratégie go-to-market un petit peu différente. Donc, il faut savoir être un peu flexible.
Une erreur commune que l'on voit aussi, c'est de créer une filiale un peu trop tôt. En fait, avoir une filiale créée au Brésil, ça ne veut pas dire que ça y est, on y est et on vend à tout le monde. Et le risque de créer une filiale trop tôt, c'est de dépenser un petit peu trop d'argent avec des coûts fixes tous les mois, une pression opérationnelle, une pression de staff que l'on va mettre en place sans avoir nécessairement de clients. Donc c'est une très très bonne approche d'ouvrir une filiale, mais il faut tester un tout petit peu le marché avant. L'acquisition de sociétés, c'est également une superbe approche pour rentrer au Brésil, parce qu'en fait, c'est un raccourci, on gagne du temps, on gagne du client, on gagne de la traction, donc c'est une solution time to market qui est bonne. Évidemment, c'est pas pour tout le monde que ça a un certain coût, et il faut faire très attention là-dessus, à bien faire une bonne due diligence, parce que voilà, on a vu souvent des sociétés qui achètent sans trop vérifier qui elles achètent. Et puis derrière, on se rend compte qu'il y a une énorme dépendance au fondateur et le relationnel au Brésil est extrêmement important. Et donc, en fait, quand le fondateur commence à se rétracter, eh bien, en fait, on se rend compte que le rachat n'était pas si bien que ça. Les marges présentées, il faut vérifier que ce soit vraiment des vraies marges et qu'ils comprennent tous les coûts. Donc, c'est un point d'attention également. Alors, on peut passer sur la slide suivante. Et maintenant que l'on a vu un petit peu ces quelques erreurs qui peuvent avoir lieu et ces points d'attention, euh, euh, nous, notre recommandation, en tout cas moi, ma recommandation, ce serait de tester. Parce qu'en fait, au Brésil, le marché il n'est pas si complexe à développer. Cependant, il faut bien le préparer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le mot d'ordre. Il faut se préparer pour pouvoir bien rentrer au Brésil. Sinon, ça peut coûter un peu cher. En réalité, c'est ça la question du Brésil. Donc, premièrement, enfin, pour moi, il y a trois dimensions qu'il faut bien vérifier. Un, l'opérationnel. Est-ce qu'on est capable d'importer dans les bonnes conditions? Est-ce qu'on maîtrise ses délais? Est-ce qu'on est vraiment capable de livrer ses clients? Et si oui, en combien de temps? Le service après-vente, qu'est-ce que ça va représenter en termes de staff, en termes de recrutement, d'équipe locale? Quels sont les us et coutumes des clients? Et ça se valide en vendant, en faisant cette première vente, en commençant à opérer. C'est sur le terrain que l'on obtient ce résultat. Ensuite, le marché. Est-ce qu'il y a une vraie demande sur le produit? Est-ce qu'une fois qu'on a passé les quelques premières ventes, est-ce que vraiment il y a de l'attraction? Est-ce qu'on a du repositionnement? Est-ce qu'on a de nouvelles commandes? Euh, Est-ce qu'il n'y aurait pas un ajustement prix un petit peu à faire? Ça, c'est hyper important. Et puis ensuite, valider les canaux. Nous, c'est vraiment ce que l'on voit très, très, très souvent sur les sociétés qu'on accompagne. Les canaux, ils évoluent en fonction des premiers mois, de la première année de business et de déploiement sur le Brésil. Ben, on pensait qu'un sous-canal de distribution allait pas être important. Et puis en fin de compte, on se rend compte que ça tractionne vachement plus avec un sous-canal de distribution. Et puis on se disait, on va pas prendre d'agent. Et puis en fait, on met un agent quelque part et puis ça marche un peu mieux. Donc il faut valider aussi un petit peu ces canaux. Et un point essentiel, c'est de vérifier que ces marges soient la marge nette corresponde réellement à ce que l'on a projeté. Parce qu'une fois qu'on commence à opérer, on se rend compte parfois qu'en fait, on gagne un peu moins que ce que l'on avait prévu. Et ça, il faut que ça tienne quand même en tout. Ensuite, la partie réglementaire, hyper importante, les produits doivent être conformes. Et ça, parfois, ça peut avoir un impact, la partie réglementaire, sur les délais, sur les coûts. Donc l'objectif, c'est pas de tester pour tester, mais c'est de tester pour avoir une vision réaliste du marché, réelle. Et une fois qu'on a ces informations du terrain, eh ben, on peut prendre sa décision. OK, on a testé, ça marche, on accélère. Non, il faut adapter un peu, il faut ajuster, on corrige. Ou alors, no go, ça peut arriver, hein, tout simplement. Non, en fait, on n'est pas du tout dans les clous. En termes de prix, ça passe pas en termes de marge, on ne va pas y arriver. Il vaut mieux pas y aller. Et ça peut arriver sur n'importe quel marché, mais il vaut mieux le faire après avoir testé sans trop engager de coûts plutôt qu'avoir engagé trop de coûts d'en arriver là. Donc maintenant, on va passer sur les quatre grandes voies d'entrée au Brésil. Alors, aujourd'hui, les quatre voies d'entrée que l'on vous présente, euh, premièrement, l'agent commercial, la représentation commerciale. Deuxièmement, le distributeur, identifier un distributeur local. Troisième voie d'entrée, la création d'une filiale au Brésil. Et la quatrième voie d'entrée, c'est le rachat d'une société locale. Alors, il n'y a pas une voie meilleure que l'autre et il n'y a pas forcément une seule voie. En fait, on peut combiner plusieurs voies d'entrée. Et ça, c'est nous, chez Novatrade, c'est ce que l'on voit très souvent.
On ouvre une filiale pour attaquer une partie du Brésil. Mais en fait, l'autre partie du Brésil, on va travailler avec un distributeur. Et puis finalement, il y a une autre région qu'on va travailler avec un représentant. Donc, il n'y a pas qu'une seule voie d'entrée. On peut mélanger plusieurs voies d'entrée, mais on va s'attarder un tout petit peu aujourd'hui sur chacune des voies d'entrée pour pouvoir les analyser les unes après les autres. Ce qui est important de savoir, c'est que ça dépend la voie d'entrée va dépendre beaucoup de son secteur un petit peu, mais de sa stratégie, son porte-monnaie aussi. C'est pas pour tout le monde de racheter une boîte, évidemment, du timing par rapport au marché, à la concurrence, qu'il faut aller vite, il faut aller pas vite. Et donc, en fait, un peu son stade de maturité par rapport au déploiement Brésil. Donc, la première voie d'entrée, l'agent, le représentant commercial. Alors là, on est sur un modèle d'intermédiation pure, c'est-à-dire que l'agent lui, il n'importe pas, il va pas porter de stock, il facture pas, il va simplement mettre en contact un exportateur français avec des importateurs, distributeurs brésiliens. Euh, donc, dans un cas de figure d'agent, il va falloir bien vérifier la question du radar. Est-ce que l'importateur, distributeur que l'agent est en train de me présenter, est-ce qu'il possède un radar? Oui ou non? Le radar, pour rappel, c'est le permis d'importer. Ça ne sert à rien de commencer à engager des discussions avec un potentiel importateur-distributeur s'il n'a pas de radar. L'agent et le représentant commercial au Brésil, c'est très bien cadré. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est facile à déployer. Il y a des contrats qui sont bien faits. Euh, L'agent, il existe au Brésil un organisme qu'on appelle le COR, où les agents et les représentants doivent être enregistrés. Et via cela, on a un contrat facile à mettre en place avec les agents. Donc, c'est vraiment assez sécure et bien cadré. Des points d'attention. Un, il y a une indemnité de rupture qui va être obligatoire à payer lorsque l'on va arrêter la relation avec l'agent. Donc ça, il faut le savoir, il faut provisionner ça, c'est normal, et en fait, c'est une protection, entre guillemets, pour les agents. Un autre point d'attention, évidemment, mais ça tout le monde le sait, j'imagine, mais on le répète, c'est on va dépendre beaucoup de l'agent. Si on choisit un agent, on va dépendre de cet agent par rapport à la performance des ventes. Donc c'est intéressant pour démarrer, mais évidemment, ça ne peut pas être un plan à long terme. On ne peut pas travailler que avec des agents à long terme, sauf dans certains cas de figure où on a vu, nous, aujourd'hui, des sociétés que l'on accompagne, où en réalité, ils sont un peu plus sur, on va dire, un peu de la commodities ou sur des produits un peu matières premières, où il y a déjà des gros importateurs identifiés et en réalité, rajouter une filiale racheter une société locale ou mettre un distributeur au milieu de tout ça, ça ferait perdre de la marge, alors qu'en fait, les importateurs sont déjà identifiés. Et dans ces cas-là, ça vaut la peine de travailler avec un modèle d'agent. Euh, Passons sur le slide suivant, sur une deuxième voie d'entrée qui est le distributeur. Alors, la voie d'entrée distributeur, euh, entre guillemets, quand on va à l'export, c'est un peu la voie royale. Ah, on a trouvé un distributeur, il est super, il achète mon stock, il est bon payeur. Mais évidemment, c'est pas facile de trouver un bon distributeur. Au Brésil, un point d'attention, c'est que un distributeur qui est à São Paulo, il va pas distribuer dans tout le Brésil. Un distributeur qui est à Fortaleza, il va pas distribuer dans tout le Brésil. Donc, on peut vraiment aborder le Brésil sur une approche je vais avoir plusieurs distributeurs, pas qu'un seul distributeur. Il est impossible aujourd'hui d'avoir un distributeur qui va balayer l'ensemble du pays. Ça n'existe pas. Donc, il faut savoir, faut le savoir. Alors, le distributeur, évidemment, c'est lui qui va importer, donc il assume le stock, il assume l'importation, il a lui-même son permis d'importer radar, c'est lui qui va refacturer les clients. Donc, c'est lui qui va assumer, entre guillemets, un peu la complexité douanière, fiscale, logistique, etc. Donc, évidemment, il va appliquer sa marge et il ne faut pas s'attendre à avoir les mêmes marges au Brésil qu'ailleurs. Donc, les distributeurs au Brésil, on n'est pas sur du 15-20% de marge, on est plutôt sur du 30, 40, 50, parfois plus pour cent de marge. Ça, c'est une réalité au Brésil et c'est normal. Si demain vous montez une filiale, ça sera la même chose. On peut pas tenir ses coûts avec 15 ou 20% de marge, hein. Donc ça, c'est un point, très souvent, on reçoit des demandes de nos clients qui disent ah, aide-moi à analyser les marges de mon distributeur, je ne comprends pas, il vend trop cher, etc. Donc il faut analyser ça, mais c'est vraiment un point d'attention
sur le Brésil parce que la charge fiscale est un peu plus élevée qu'ailleurs et donc du coup le marché fonctionne comme ça. Donc le distributeur, c'est une voie intéressante. On peut passer sur les deux slides suivantes. Alors là, on a fait un SWOT sur l'agent et sur le distributeur. Alors, premier SWOT sur l'agent, le représentant commercial. Alors, SWOT, hein, pour rappeler, hein, c'est force, faiblesse, opportunité, menace. Euh, Si on essaye de regarder et de se focaliser un peu sur le modèle d'agent et de représentant, évidemment, c'est une approche légère, c'est rapide, on a peu d'investissement, c'est idéal pour tester le marché, obtenir des premiers retours. Euh, En termes de faiblesse, bah, évidemment, on n'a pas de structure locale qu'on a un agent, on a une forte dépendance à cet agent. Et évidemment, ça scale un peu moins rapidement et facilement quand on a un agent. Par contre, c'est une belle manière de rentrer et de tester. Et c'est un bel outil d'exploration sur le Brésil. Euh, bon, bah, l'opportunité avec les agents, et c'est très souvent un peu la première voie que l'on voit, la première voie d'entrée, c'est que ça permet rapidement de faire des ventes auprès de certains clients, commencer à comprendre un peu les canaux, valider un peu la demande. Donc, ça, c'est pas inintéressant. Et en termes de menaces, bah, évidemment, on va dépendre de l'engagement de l'agent sur la marque et sur le développement de la marque. Ensuite, alors, est-ce que vous pourriez couper votre micro, Cécile et Tammy? Oui, c'est ce que j'avais demandé. Euh, Ensuite, on passe sur le SWOT du distributeur. Alors ici, on change de logique, hein, évidemment. Le distributeur, une fois qu'on l'a trouvé, hein, il devient un acteur central. Euh, et donc là, bah, on a un accès de manière générale plutôt rapide au marché. Il y a une structure qui est déjà en place, un portefeuille client qu'elle a, une capacité à gérer du volume rapidement. Donc ça, c'est vraiment le point intéressant sur le distributeur. Par contre, évidemment, on perd un peu le contrôle sur ses prix, on va partager la marge hein, avec le distributeur et on a assez peu de visibilité sur les clients finaux, puisque lui, il joue un rôle d'intermédiaire. En termes d'opportunités, bon, bah, évidemment, c'est un déploiement plutôt rapide, une accélération time to market, ça c'est vraiment le bon point. Bah, une menace, c'est qu'on dépend complètement de son distributeur. On a une limite géographique, ça je vais aborder. Donc, cette menace, moi, mon conseil, c'est que si on travaille avec un distributeur, bah, il faut bien déterminer quelle est sa zone de chalandise, où est-ce qu'il est vraiment bon, et on travaille avec un distributeur sur cette région-là. Et puis derrière, sur une autre région, on peut ouvrir une filiale pour travailler l'autre région, ou alors on travaille avec des agents sur d'autres régions. Donc il y a une approche qui peut être multicanal. Euh, voilà. Et donc une transition pour donner la parole maintenant à Cécile et Tammy. Euh, euh, Vous présentez les Généralement, voies le 3 et modèle 4. agent distributeur, il est un peu plus placé, on va dire, en phase initiale de son projet de développement. Et une fois que l'on a testé ces deux modèles-là, eh ben, la phase suivante, ça va être reprendre la main. Comment est-ce que je fais pour reprendre la main? Est-ce que je montre une filiale? Est-ce que j'acquiers une société? Et voilà. Donc, merci à tous. N'hésitez pas à rentrer en contact avec nous par la suite si vous voulez un peu plus d'informations. Tammy et Cécile, je vous laisse la parole. Merci Merci. Cyprien. Merci. Bonjour à tous. Fanny nous a déjà présenté, Tammy Tanvili et Cécile Guerdeau. Nous avons, pour essayer de rendre un peu moins ennuyeux, nous avons partagé la présentation. Cécile va commencer par un panorama général et va parler plus précisément de ce qu'on appelle la croissance organique, n'est-ce pas, création de filiales ici. Et moi, je partirai sur la quatrième porte d'entrée, comme dirait Cyprien, qui est en fait la croissance externe. Je tiens juste à préciser quelques petits points concernant la question de la préparation des entreprises au marché brésilien. Je ratifie tout ce qu'a dit Cyprien. Néanmoins, je constate depuis les 30 dernières années que je travaille au Brésil qu'il y a eu un changement de profil concernant ceux qui s'intéressent au marché brésilien.
tout ce qui a été dit est vrai, mais sauf qu'aujourd'hui, je vois très rarement, voire sinon jamais, des personnes qui viennent au Brésil sans avoir préparé un budget, sans avoir prospecté au préalable. Donc, on a compris au bout de 30 ans que venir dans un pays tel que le Brésil, qui est quand même à quelques 11 000 kilomètres, c'est bien différent que d'implanter une filiale au Portugal ou en Espagne, et ceci a intégré les esprits. Aujourd'hui, je vois des investisseurs potentiels bien mieux préparés, qui font appel à justement des organes, tels que la Chambre de commerce, mais pas seulement, Business France et d'autres organes qui sont mis à leur disposition pour pouvoir exporter correctement ou s'implanter à l'étranger par le gouvernement français, y compris avec des aides européennes. Donc, la discussion est montée un peu de niveau. Et ici, évidemment, on parle prospection, on fait des missions pour prospecter au Brésil, pour comprendre quel est le niveau de pénétration du marché, du produit vis-à-vis du marché, le niveau de présentation, le niveau de pénétration des services. On rencontre des partenaires, on rencontre des prestataires de services. Donc, en fait, tout le monde est beaucoup mieux préparé pour affronter cette partie, qui est la partie un peu la plus lente, qui demande du temps et de l'argent, qui s'appelle l'implantation elle-même. Donc ça, c'est une remarque générale que je voulais faire, parce que c'est vrai que c'est important, mais on a un budget, on a prospecté, on a compris, on a d'ailleurs demandé à faire une analyse du coût fiscal, une analyse du coût opérationnel, du coût logistique, qui est un coût immense d'ailleurs lorsqu'on vient au Brésil. Donc tout ça a été balisé au préalable. Donc quand on arrive, que ça soit par un contrat de distribution d'agence, une création de filiale ou un M&A, le début et le démarrage du projet requiert une vraie analyse. Et ça, c'est le cas. C'est pour ça que je voulais dire ça, c'est important, parce que vu en plus l'accès à l'information que nous avons, le niveau d'information que nous avons tous aujourd'hui, on arrive à discuter avec des gens qui savent déjà beaucoup de choses. Ce qui facilite notre vie, c'est sûr, et qui en réalité peut définir le succès de l'implantation, quel que soit le modèle. Très bien. Bonjour à tous, merci tout d'abord de participer à ce webinaire. Donc, Fanny nous a présenté, mais donc je resitue Cécile Verdeau, je travaille avec Tammy au sein du cabinet GT Lawyers, je suis la coordinatrice du French Desk et donc je m'occupe des sociétés étrangères et spécialement françaises pour implanter leurs activités au Brésil. Donc, nous allons envisager les deux dernières options, donc la constitution de filiales au Brésil et l'acquisition d'une société au Brésil. Avant cela, je vais vous faire un bref rappel du cadre juridique et réglementaire au Brésil. Donc, vous ne serez pas perdus à prime abord, puisque le droit des sociétés, le droit des contrats est basé sur le code Napoléon, le même code en France. Et donc, vous allez retrouver une structure des contrats qui est familière, des sociétés. La société la plus utilisée au Brésil, c'est la LTDA, c'est la Limitada, donc qui est l'équivalent de la SARL en France. Donc le mode de gouvernance, un conseil d'administration, un dirigeant, le système de gouvernance des assemblées générales, tout ça vous allez le retrouver, sauf que voilà, le Brésil est un pays fédéral, donc ça c'est sur la base constitutionnelle, c'est la grande différence, et que forcément cela implique une application différente, une interprétation différente, donc tant au niveau des différents États qui composent le Brésil, au niveau du droit fiscal, on a l'habitude de dire que c'est une affaire de spécialistes, même si la réforme fiscale qui est en train d'être mise en place
on est très optimiste, va simplifier les choses, mais ça reste un sujet très complexe. Et le système judiciaire qui obligatoirement varie d'un État à l'autre en fonction des juridictions locales. Donc, la conclusion de ce slide, c'est que le cadre est connu. Toutefois, l'application et l'interprétation sera différente au Brésil. Donc, j'enchaîne sur l'autre slide, sur le slide suivant. Voilà, et ça, ce slide-là, c'est pour nous ce que vous devez savoir sur le Brésil avant de penser à développer une activité. Donc, sur le premier point, c'est des investissements que vous allez devoir faire. On encourage vraiment à être accompagné par des experts locaux. Parce que, voilà, de nouveau, je renforce, c'est un pays immense et qui a ses propres spécificités. Donc, tant sur le point comptable, opérationnel, juridique, banque, c'est extrêmement important d'être accompagné d'experts qui connaissent le Brésil et qui connaissent le processus d'implantation de sociétés étrangères. Ensuite, sur vos relations commerciales, on encourage vivement à ce qu'elles soient structurées et contractualisées pour éviter les mauvaises surprises dans le futur. Ensuite, on encourage évidemment une proximité avec vos clients brésiliens, c'est-à-dire une proximité physique, c'est-à-dire venir sur place, s'imprégner de la culture, s'imprégner de comment on fait du business ici au Brésil, pour mieux comprendre et pour garantir un meilleur succès dans votre implantation. Et enfin, il faut être conscient du fait que cette phase de démarrage peut être longue avant que vous puissiez facturer quoi que ce soit. Il y aura une phase administrative, il y aura une phase, notamment dans les secteurs régulés, de demande d'autorisation qui peuvent prendre du temps. Donc tout ça, il faut en avoir conscience avant d'ouvrir une société ou de penser à une voie d'implantation. Juste un détail, selon l'activité, c'est plus ou moins long. Ouais. Si on démarre par une société de service, la phase de démarrage peut durer 2-3 mois. Si on va vers l'industrie, ça va durer un peu plus longtemps, comme disait Cécile, du fait de la nécessité d'avoir des licences et autorisations spécifiques. Et pour vendre des produits, c'est entre les deux. Donc ça aussi, selon ce que vous voulez faire au Brésil, ça sera plus ou moins, la phase de démarrage sera plus ou moins dense et compliquée. Voilà. Et donc je rejoins ce qu'a dit Fanny en présentation du Brésil. Évidemment, c'est un pays complexe puisque très grand, de par sa structure fédérale, nous allons avoir une bureaucratie assez pesante, on va dire assez complexe, avec un État fédéral, avec 3 niveaux d'instances législatives, avec des compétences concurrentes. Donc, on multiplie les interlocuteurs. Et enfin, la fiscalité, on en a déjà parlé, mais j'insiste qu'il y a une réforme fiscale qui est en cours d'application et qui tend à simplifier tout ça. Et évidemment, le climat politique et économique peuvent être instables, avec un taux d'inflation plus ou moins élevé en fonction de ça. Donc, une fois que j'ai dit ça, peut-être que vous pensez sûrement à se dire, mais pourquoi allons-nous au Brésil? Mais j'arrive avec des bonnes nouvelles, je vous rassure, pour la suite. Premièrement, tout ça, il faut le savoir, et ensuite, il faut partir du principe que tout ça est gérable. En fait, à partir du moment où vous avez une bonne préparation, un bon accompagnement, et comme dit Tammy, une bonne préparation du terrain, de là où vous allez, tout ça est gérable. Ce sont des difficultés administratives qu'on peut rencontrer dans d'autres pays, mais tout cela est réalisable. Et j'arrive avec des petits chiffres qui renforcent ce que disait Fanny. Alors j'ouvre pas seulement sur la France, mais sur l'investissement étranger en général au Brésil. La Banque centrale du Brésil recense actuellement 19 000 sociétés brésiliennes avec un capital étranger. Et le Brésil a été destinataire en 2025 de 77 milliards de dollars
d'investissement étranger direct. Donc, cela prouve que les étrangers arrivent tout à fait à investir au Brésil et je renforce le fait que tout ça est possible. Le Brésil a pris évidemment conscience de sa complexité et a eu tendance à simplifier le cadre juridique et réglementaire. Donc, je ne vais pas vous citer toutes les réformes qui ont été mises en place, mais certains points, par exemple l'INPI qui est l'organe pour enregistrer les marques au Brésil, donc qui est un point important quand vous arrivez au Brésil, a simplifié sa procédure d'enregistrement de marques. Tout est digital maintenant. Un point important au niveau des droits des sociétés, on peut avoir un administrateur étranger, donc non résident fiscal, qui figure dans les statuts et qui peut signer des contrats ici au Brésil au nom de sa filiale brésilienne. Ça, on a eu plusieurs cas ici. Une réforme importante de la Banque centrale du Brésil. Avant, quand on faisait un prêt, même intercompagnie, tout devait être enregistré à la Banque centrale. Maintenant, les enregistrements à la Banque centrale ne concernent que les prêts au-dessus de 1 million de dollars. Donc, ça simplifie énormément les transactions mère-fille pour lancer les activités ici au Brésil. Et enfin, voilà, je terminerai pour un exemple. On a une gamme de visas très intéressante ici au Brésil pour qui veut investir en tant que personne physique, personne morale, visa de travail évidemment et visa immobilier aussi qui est une excellente opportunité. Donc tout ça pour conclure que on a assisté au cours des dernières années à une simplification importante du cadre juridique et réglementaire ici au Brésil. Voilà. Maintenant, nous allons aborder les deux voies d'entrée que nous avons la charge de vous présenter. Moi, je vais commencer par la création de filiales. Voilà, je vais vous présenter un petit peu. Donc, comme disait Cyprien, il n'y a pas de solution d'option miracle et chaque option dépendra un petit peu de votre projet, de la forme que vous voulez investir au Brésil, de l'investissement financier évidemment, et de la forme de contrôle que vous souhaitez avoir et de la présence que vous souhaitez au Brésil. Donc sur la création d'une filiale brésilienne, les forces, évidemment, c'est une présence locale, une crédibilité sur le marché, vous êtes présent, vous avez un contrôle total de la gouvernance et de la stratégie commerciale. La structure de la limitada que j'évoquais avant est très souple. Les prises de décision sont assez faciles. Vous n'héritez pas d'un passif. Ça, je laisserai Tammy détailler ça dans la partie acquisition. Et vous pouvez envoyer éventuellement des employés depuis la France. Les opportunités, vous êtes au contact direct avec des opportunités locales. Vous avez une proximité. On en parlait avant, une proximité avec le client et le développement commercial. Et vous imposez votre stratégie commerciale. Vous pouvez optimiser d'un point de vue fiscal vos recettes et ça, on peut l'organiser dès le départ, ainsi que les incitations fiscales éventuellement pour si vous avez des installations industrielles. Les faiblesses, on en parlait, ça signifie un investissement conséquent. Un coût de création, une certaine lenteur peut-être au début dans le process pour avoir réellement des résultats, une charge administrative pour la maison mère qui a quelques démarches administratives à faire, des contraintes RH importantes, il faut un certain investissement pour demander un visa administrateur, pour envoyer un dirigeant depuis la France, et voilà, une fiscalité, comme Cyprien l'a évoqué, sur l'importation de produits. Après, évidemment, les menaces, donc une fermeture si cela ne fonctionne pas, une fermeture longue et coûteuse, et nous avons des contentieux prud'homaux importants. Toutefois, je voudrais apporter des nuances sur les menaces. À partir du moment où vous avez bien structuré votre société et que vous garantissez un suivi
par que ce soit par la comptabilité, par des avocats spécialisés en droits sociaux, etc. En fait vous avez une structure en ordre, les menaces deviennent, on peut les minimiser. En réalité, ouais, donc juste concernant la fermeture, ça dépend de quoi on parle. Parce que nous avons aussi une simplification du processus de dissolution extrajudiciaire, c'est-à-dire que bon, finalement, si vous voulez plus travailler ici, à partir du moment où vous avez nettoyé vos passifs, vous pouvez enregistrer un acte de dissolution, c'est super simple. Il suffit d'avoir simplement un liquidataire responsable de la tenue de livre pendant quelques années. Après, si vous rentrez dans le cadre de procédures collectives, comme partout ailleurs, effectivement, là, ça devient un peu plus coûteux et un peu plus long parce que c'est des procédures collectives, faillite, redressement judiciaire et ainsi de suite. Concernant les contentieux, et là, je laisserai peut-être Béatrice parler un peu plus de ça, c'est comme en France. Le plus grand contentieux au Brésil traite de la requalification des prestataires de services en contrat de travail. On connaît le sujet et on choisit d'avoir des prestataires de services parce qu'il y a une réduction du coût fiscal. On échange un coût contre un risque et donc après, il faut gérer cela. Voilà. Voilà. Donc du coup, je te passe la parole sur la partie acquisition. Alors, sur l'acquisition, d'abord, une chose importante qu'on n'a pas dit pour la création de filiales, c'est que contrairement à une certaine légende urbaine, on peut avoir 100% du capital social d'une filiale au Brésil qui appartient à des étrangers. Parce que là, il y a encore cette sorte de légende urbaine dans laquelle il faut un associé brésilien. C'est faux. 100% du capital peut être étranger. Deuxièmement, et important, il n'y a pratiquement plus de domaine réservé. C'est-à-dire que l'investissement étranger peut avoir lieu dans 99% des secteurs d'activité au Brésil. Il y a des rarissimes exceptions, genre une activité en frontière ou certaines activités de vigilance et sécurité, mais c'est très résiduel. Donc ça aussi c'est important. Donc l'éventail de possibilités est immense. Après, concernant les acquisitions, pour moi, la différence entre la filiale et l'acquisition, c'est que vous allez dépenser peut-être un budget moins important pour la filiale, mais vous allez voir des résultats plus lents parce que vous allez créer votre réseau de distribution et ça c'est comme a dit Cyprien. Il faut savoir comment vous allez gérer votre force de vente, etc., etc. Donc vous allez mettre un petit moment pour avoir un retour sur investissement. Lorsque vous achetez, l'effet est immédiat. Vous allez dépenser plus d'argent. Vous allez devoir avoir un gros travail, y compris avec les avocats et les auditeurs au début, pour pouvoir comprendre et gérer tout ça. Le takeover, c'est très important. Il suffit pas d'acheter. Et là, une petite recommandation de ma part. Quand vous achetez en actif au Brésil, c'est important d'être présent au moins, tout du moins au début au démarrage, parce qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place. Il y a aussi la consolidation de la relation, aussi la mise en place de la conformité et des règles que vous devez suivre quand vous êtes en France. Donc, ça demande une présence et ça demande effectivement un investissement. Là-dessus aussi, on recommande toujours faire, pour éviter les risques, on recommande de faire un audit, qu'on appelle une due diligence lorsqu'on parle du juridique. Ici, si votre cible est vraiment modeste, il y a un audit qui peut être fait qu'on appelle préliminaire parce que nous avons accès à des certificats de régularité à la fois de la cible et des associés pour éviter des contaminations. Très rapidement, on arrive à avoir un panorama juridique de la situation de la société. Et après, plus la cible est importante, plus on rentre dans le niveau de détail concernant ces audits-là. C'est vraiment sine qua non de faire un audit pour comprendre ce qu'on est en train d'acheter. Ça, c'est sûr. Et comme j'ai dit, je fais confiance à la logique et au bon sens de tout le monde. On n'achète pas quelque chose sans avoir regardé avant ce que c'était, sans savoir ce qu'on achetait. Après, voilà, je pense que le plus gros avantage, les fusions, c'est plutôt des acquisitions, hein, c'est la croissance externe, que ce soit une fusion ou une non-corporation, c'est du structuring du structuring corporate qu'on va faire pour essayer de mettre en adéquation l'opération.
mais plutôt les acquisitions, c'est ça. Bien connaître la cible, bien connaître les associés, a fortiori si vous voulez faire un partenariat. C'est important de savoir avec qui on se marie quand on vient ici, ou partout au monde. Donc il faut bien regarder, prendre son temps de connaître, comme je dis, surtout si vous voulez vous associer et pas racheter 100%. Si vous achetez 100%, après il y a des possibilités de garantie, même si vous faites une joint venture. Donc il y a énormément de possibilités de garantie de passif, etc. Tout le processus d'acquisition brésilien est très similaire au processus français et au processus international. Donc, on se retrouve aussi un terrain un peu connu lorsqu'on parle de ça. Et voilà, pour les forces, c'est ce que je disais, accès immédiat au marché, aux clients, etc., des synergies. Une implantation robuste dès le départ signifie un retour sur investissement plus rapide. Alors, évidemment, comme je dis, il y aura comme on se retrouve aussi ailleurs, on peut avoir la transmission du passif. C'est pour ça qu'il y a des garanties. C'est pour ça qu'il y a des audits. Donc, on fait des audits et on écrit un contrat avec des garanties pour éviter la transmission de passif ou surtout pour en sorte de responsabiliser la gestion précédente pour tout passif qui vient apparaître même une fois qu'on a bouclé l'opération. Donc, voilà. Alors, après les menaces, comme je disais, ça recoupe, c'est des passifs latents qu'on essaye d'identifier. Le risque de fiabilité des partenaires, c'est pour ça qu'il faut bien les connaître au préalable. Intégration culturelle, c'est important, et je pense que Béatrice va aussi en parler, parce que c'est comme on parlait du droit, c'est pareil pour les gens. On est très semblables, mais on est quand même différents. Donc, il y a des réflexes à prendre lorsqu'on veut travailler au Brésil. Le Brésilien est très sympathique, mais il évite à tout prix le conflit. Donc, parfois, un oui, c'est un peut-être c'est un non, mais tout ça dans un cadre très sympathique où on a du mal un peu à cerner vraiment ce que veut dire la personne qui est en face. Donc, il faut juste faire attention à ça. Au demeurant, c'est vrai qu'on a le français a un capital sympathie gigantesque, donc ça se passe bien. Sauf que c'est vrai que le français a l'habitude d'être un peu plus incisif et objectif dans ses propos, et parfois ça peut blesser un peu les susceptibilités du Brésilien qui prend plus en rondeur, un peu plus de forme, etc. Donc c'est juste un petit réflexe à prendre. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Après, on va passer rapidement sur la fiscalité. Voilà. Et on va laisser la parole à Béatrice. Alors ça, les principes de gestion et transparence, je pense que tout est là. C'est comme en France. De plus en plus aujourd'hui ici, nous avons les questions liées à la conformité, à la compliance. Donc, il faut se rappeler qu'au Brésil, on est aussi dans un terrain où il est important de mettre en place ces règles-là. Généralement, ce sont des règles déjà appliquées en France et qu'il faut simplement les adopter au Brésil également. Ces obligations d'éthique, de vigilance, tout ça, on le connaît. Donc, juste se rappeler que ça marche pour le Brésil aussi. Voilà. Alors, la fiscalité, j'ai mon partenaire, l'associé du cabinet fiscaliste qui va me corriger, mais il faut savoir simplement, effectivement, c'est complexe, mais ça se simplifie, d'une part. D'autre part, nous avons au niveau des impôts directs 3 régimes, juste rapidement. Le régime du simple national, vous ne pourrez pas y avoir droit, sauf si vous êtes résident fiscal au Brésil. Donc ça, c'est pour les gens qui ont planté une filiale, ont demandé un visa et en plus, ils sont en train de faire un travail, ils sont en train de développer leur activité en tant qu'entrepreneur, personne physique. C'est très particulier, mais c'est très intéressant. Après, présumé et réel, ce sont le bénéfice présumé. En réalité, vous prenez un pourcentage de votre chiffre d'affaires et vous appliquez les 31% de taux. En gros, l'un dans l'autre, on peut dire que normalement, dans le bénéfice présumé qui est ouvert à tous, y compris les étrangers, si vous facturez moins de 78 millions de reais, c'est grosso modo le pourcentage que vous allez, le pourcentage d'imposition, ça va être entre 13 et 16%, tout confondu.
juste pour avoir une idée. C'est très intéressant. Après, le bénéfice réel, c'est le net imposable. Là, on va monter un peu, on va aller dans les 23-27% de pourcentage sur le chiffre d'affaires, juste pour avoir une idée grossière. Après, évidemment, il faut rentrer dans le détail du business plan pour pouvoir aller plus dans le détail. Après, voilà, donc on peut changer le slide. Je suis en train d'aller vite. Hein. Réforme fiscale. Pour savoir, on a pris toutes les sortes de TVA brésiliennes, parce qu'on avait une TVA sur le chiffre d'affaires qui relevait de la compétence de la fédération, une TVA sur les services, une TVA sur la vente des produits. On va prendre tout ça, d'autres impôts, et on va transformer en 2 impôts. Voilà. Donc, l'évolution de ça, comme on regarde, vous voyez, tout ça, là, qu'il fallait expliquer avant. Aujourd'hui, il faut toujours l'expliquer, mais ça va disparaître. Et on aura, en fait, d'abord une TVA fédérale et par la suite, on aura une TVA fédérale et une TVA au niveau de l'État ou des municipalités selon le type d'activité qu'on développe. C'est un énorme progrès. Je pense qu'on était un des derniers pays au monde à avoir cette espèce d'emploi indirect schizophrénique. C'est très similaire à ce qu'on retrouve en Europe. Le taux, pour l'instant, va être un taux plus élevé. On est en train de parler de, en gros, 26%. En France, on sait, et en Europe, que c'est entre 18 et 21. Donc, mais voilà, il y aura aussi des déductions de l'assiette, parce que comme j'ai dit précédemment, ça va dépendre du régime qu'on aura pour les impôts directs. Donc, l'un dans l'autre, on va se retrouver à peu près pareil. Et voilà, après, il y aura... qu'est-ce que je veux dire en plus? C'est pareil, il y aura les déductions, les compensations, c'est le même système qu'en Europe, à cette différence près qu'on aura 2 TVA au lieu d'une, et une différence, c'est la forme de récupération, ça sera un split de paiement. C'est un mécanisme un peu qui s'essaye de mettre en place pour éviter que ça passe par le contribuable. Et voilà. Mais en gros, on va arriver à quelque chose de plus intelligible. Alors, j'ai déjà tout dit. Hein. Donc, il faut faire un budget, une étude fiscale au préalable, c'est très important. Mais ça, on a déjà beaucoup parlé de ça. Sincèrement, on prêche pas pour notre paroisse. Hein. C'est vrai. Ici, il faut vraiment faire appel à des conseils, à des gens qui savent de quoi ils parlent pour aider un peu, parce que l'important pour l'entrepreneur, c'est développer son business. Pas perdre du temps avec des histoires inextricables, administratives, opérationnelles et juridiques, parce que c'est une perte de temps, c'est la seule vraie différence. En France, je suis moi-même fille d'entrepreneur en France, je sais qu'on a d'habitude, le back-office est très réduit en France et on connaît énormément de choses au niveau de la fiscalité, l'expert comptable et tout ça. Ici, c'est un peu plus coûteux, il faut avoir des experts, un expert logisticien, un cabinet d'avocats avec une partie fiscaliste. Il faut s'attacher évidemment les services d'un expert comptable aussi pour aider un peu. Ça fait partie du budget que vous devrez prévoir. Voilà. Mais sinon, je pense que c'est un bon choix. Merci, mesdames. On passe à la partie RH de Béatrice Magnance. Bonjour à tous. Merci Fanny pour le passage de la parole. Heureuse de vous retrouver. Donc, après ce panorama un peu plus focalisé sur la structure légale, sur les opportunités et les difficultés voilà, de s'implanter au Brésil, on voulait réserver un moment pour parler également du facteur humain qui est clé. Alors Tammy a déjà abordé quelques petits points de culture. Moi, l'idée, c'était vraiment de vous apporter un côté organisationnel et un côté culture, bien sûr, puisque les deux sont liés. Donc c'est vrai que ici, l'humain est clé. Donc on va vous donner quelques grandes pistes pour explorer cette thématique-là. Merci Fanny. Tout d'abord, une vision très résumée mais très rapide pour vous donner déjà une idée des possibilités quand vous recrutez ici. Donc, on a le contrat, un peu l'équivalent du contrat à durée déterminée qui s'appelle le CLT ici. Et on a le modèle
plutôt auto-entrepreneur qui s'appelle le PJ. Un peu comme en France, on a des obligations pour chaque modèle. Donc, si on considère de l'emploi d'un CLT ici, il faut considérer, donc, comme en France, le 13e mois, les congés payés les bénéfices qui sont minimums, disons, comme l'assurance santé, les tickets restaurants. Le ticket de transport également, puisque bon, comme vous le savez, le Brésil, c'est beaucoup de grandes distances et les gens viennent des fois de très loin pour travailler. Ensuite, on peut imaginer alors des bénéfices qui ne sont pas forcément obligatoires, mais comme dépendant plutôt du niveau de poste, mais des bonus, des participations, des stock options aussi une assurance vie. Donc voilà, ça c'est vraiment pour des cas spécifiques. Mais considérez bien voilà, ces packages-là, puisqu'ils sont en tout cas pour la plupart de ces bénéfices, le minimum pour attirer les talents. Embaucher quelqu'un en PJ, PJ ici, donc c'est quelqu'un qui va créer sa propre structure. Donc c'est vrai que c'est pour l'entreprise une prestation de service. Par contre, c'est pas un modèle qui est pérenne sur la durée. Donc c'est important de considérer que voilà, c'est une bonne entrée en matière. Ça peut vous permettre d'être tout de suite actif et d'avoir tout de suite quelqu'un qui va développer le business. Cependant, voilà, c'est quelque chose à considérer sur un court terme. Donc, une fois que vous avez pensé, que vous avez réservé dans votre budget une partie voilà, ressources humaines, comment un peu se comporte le marché? Donc, le marché professionnel brésilien, donc beaucoup de gens très bien formés. Donc, on trouve des talents locaux qui peut-être là où ça peut pêcher, c'est un peu sur les langues hors portugais, pardon, mais au niveau des secteurs stratégiques, on trouve beaucoup de talents. Après, il y a une forte mobilité, donc les gens, les professionnels, sont pas forcément attachés à l'entreprise, donc vont aussi à l'opportunité. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. C'est aussi pour ça que le réseautage fonctionne très bien, puisque voilà, en entretenant un réseau riche, c'est ce qui vous permet d'être aussi plus performant et d'aller chercher les talents, en tout cas de détecter les talents. Voilà, le chiffre un peu clé sur la dynamique de marché, c'est que quand on recrute des cadres supérieurs, c'est 60% des recrutements par recommandation. On vous suggère aussi d'utiliser ça et bon, vous verrez, je crois que le dernier slide, il y a tout l'écosystème de la Team France qui peut vous appuyer dans ce sens-là. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose à considérer pour gagner du temps et puis être sûr d'avoir des professionnels aussi les plus adaptés à vos besoins. Les grandes tendances actuelles, bon, digitalisation bien évidemment comme dans de nombreux marchés, une digitalisation particulièrement accélérée puisque le Brésil est aussi un marché qui adhère très rapidement à la technologie. Donc des mouvements, bien évidemment, et une manière de recruter qui peut être accélérée, différenciée par l'IA notamment, voilà, qui peut un peu changer les processus classiques. En technologie et sur certains postes de management, c'est plus difficile de trouver des talents. D'où du coup le point précédent de ne pas hésiter à activer son réseau et aller participer à des événements aussi pour recruter de manière plus efficace. Et puis une grosse attente, Tamil mentionnait un peu déjà le côté, la connexion humaine est extrêmement importante au Brésil. Et elle l'est encore plus et encore plus intensifiée au niveau du leadership. Ici, on aime travailler avec des gens avec qui on s'entend bien, avec qui on connecte. Et un leadership bienveillant, mais presque paternaliste parfois. On a besoin de sentir aussi la protection un peu de son chef. Voilà, c'est un peu on reviendra sur le point de l'adéquation culturelle, mais c'est un peu dans cette lignée-là. Donc,
Vous arrivez au Brésil, vous avez déjà prévu votre structure, vous cherchez les talents, vous avez besoin de compétences, où les trouver. Donc, quatre grands viviers, quatre grands endroits où vous pouvez trouver des talents. Donc, bon, bah, consultez les consultants locaux déjà, dont c'est le métier, qui connaissent le marché, qui connaissent les accès et les leviers pour trouver les talents. Donc ça, c'est un premier step. Également, peut-être des consultants qui ont ce côté et cette habitude de travailler l'interculturel, qui vous permettront aussi de mieux comprendre la transposition de vos besoins par rapport au marché. Les réseaux professionnels, LinkedIn, bien évidemment, enfin bien évidemment, il n'est pas forcément autant utilisé dans tous les pays. Ici, un peu toujours dans ce côté très forte adhésion aux outils et à la technologie. LinkedIn, WhatsApp sont des outils extrêmement utilisés pour trouver des talents. Donc là, on a mentionné LinkedIn, mais WhatsApp aussi, il existe de nombreux groupes, communautés WhatsApp, où on s'échange des talents, où les gens se recommandent. Donc ça peut aussi faire partie de votre stratégie d'intégrer ce genre de groupe. Qui fonctionne notamment aussi par secteur. Donc on a voilà, la technologie d'un côté, les achats, enfin voilà, les gens se regroupent aussi pas mal par secteur, notamment sur WhatsApp. Les recommandations internes, excessivement important, c'est la méthode la plus efficace ici. Bien sûr les viviers également de jeunes talents. On a cité ici les plus grosses universités, donc l'Université de São Paulo, USP, la Fondation Getúlio Vargas, FGV, Unicamp et la PUC également, qui est l'université catholique historiquement. Donc ça, c'est les universités de référence. Donc n'hésitez pas, c'est des universités qui sont très dynamiques, qui accueillent souvent voilà, des responsables d'entreprise, des responsables RH. Vous pouvez tout à fait imaginer aussi rentrer en contact avec ces universités qui sont structurées comme des entreprises, donc en général avec un pôle talent très bien câblé pour le monde professionnel. Des pratiques recommandées lors de cette recherche. Bon, processus structuré, donc c'est très bien d'évaluer réellement, je l'ai dit un peu tout à l'heure, les compétences que vous recherchez et euh, comment elles sont représentées ici. Donc il y a une petite adaptation, je pense, culturelle. Donc voilà, ne pas hésiter à passer un peu de temps sur le job description, sur aller voir vraiment quelles compétences techniques et quelles compétences comportementales on souhaite. Les Brésiliens sont très avenants, en général ont des soft skills très développés. Mais il est important quand même de voir quelles sont celles dont vous avez besoin, vous, pour développer votre activité. Euh, c'est toujours recommandé de vérifier les références et ça se fait, enfin, c'est une bonne pratique. Ça se fait beaucoup de demander des références. Les gens se recommandent volontiers, donc faut pas hésiter non plus lors de ce moment-là de recrutement d'aller vérifier aussi comment ça s'est passé dans d'autres contextes. C'est toujours intéressant. Une adéquation culturelle. On arrive de France avec une culture qui est bien différente, même si la France et le Brésil fonctionnent très bien ensemble sur plein d'aspects. Je pense qu'on se reconnaît des compétences et des qualités humaines de part et d'autre. Cependant, voilà, on a une manière différente de travailler, donc c'est important de vérifier l'adéquation aux valeurs et un peu de se former sur quels sont vraiment les grands axes de la culture brésilienne au travail. Également pour, une fois le recrutement fait, pouvoir garder aussi ses talents. Et puis avoir un leadership local, idéalement biculturel, pour du coup avoir vraiment cette adaptabilité et puis gagner en rapidité en ayant des équipes brésiliennes qui vont avoir un réseau
et qui vont vous permettre de gagner du temps et de comprendre le pays. Moi, je ne l'ai pas redit parce que je pense que Fanny l'avait dit, mais moi, je suis au Brésil depuis 20 ans. J'apprends tous les jours encore sur les différences culturelles, les nuances culturelles. Donc, n'hésitez pas à parler avec des gens biculturels, à parler avec des gens qui sont présents ici ou qui ont cette double expertise. Euh, une fois le recrutement fait, vous allez me demander, oui, mais on commence par quoi? Donc très bonne question. Donc nos suggestions, et pas forcément en ordre d'importance, mais pour nous, c'est trois postes qui sont, bah, à mon avis, importants d'avoir dans son équipe 1. Donc quelqu'un qui va pouvoir vous aider sur la partie finance. Vous l'avez compris, la fiscalité, les couloirs de la fiscalité brésilienne peuvent être complexes. Donc c'est important non seulement d'être accompagné, mais aussi d'avoir une expertise voilà, d'un CFO qui idéalement est détaché du siège, mais connaît un peu l'environnement brésilien. Et le cabinet fiscal, Tamine disait, on ne prêche pas pour notre paroisse, clairement, puisque moi, le première chose qu'on m'a dit, c'est au Brésil, il faut être accompagné d'un bon avocat et d'un bon comptable. Ça s'est avéré vrai, voilà. Sur les 20 dernières années, en tout cas, ça s'est avéré vrai. Et puis, ça fait partie du coût de développement. Ce serait dommage de s'en priver, en fait, parce que ça va vous permettre aussi de vous focaliser sur votre business. En parlant de business, un poste aussi très intéressant à avoir dès le début, c'est quelqu'un qui va développer, donc un bizdev, idéalement double culture, qui connaît les rouages. S'il est un peu plus brésilien que français ou d'une autre nationalité, c'est pas plus mal, parce que voilà, il va vous faire gagner en rapidité. Et puis un modèle qu'on voit pas mal qui fonctionne bien, c'est le VIE comme premier levier d'exploration, donc dans un premier temps, pour vous donner une vision du marché avec un prisme plutôt français. Et puis en plus, cette personne peut ensuite se développer et être votre business développeur pardon, localement. Euh, donc en parallèle de cette équipe et quand vous commencez à grossir, la structure de gouvernance est importante. Alors idéalement, n'hésitez pas à faire plusieurs voyages pour aussi venir vous imprégner de la culture, de la manière de fonctionner, même si vous avez des équipes locales. Définir des objectifs très clairs qui vous permettent en fait un reporting le plus simple à comprendre et le plus simple à faire. Puisque ce que vous voulez en étant loin, c'est avoir une clarté par rapport à vos décisions stratégiques. Donc plus vous allez avoir des objectifs clairs, des KPIs qui se mesurent facilement, plus ça va être facile des deux côtés pour faire cet accompagnement. Et une supervision régulière. Alors, tout simplement parce que je reviens au point d'avant, c'est que en fait, au Brésil, on fait beaucoup de choses en connexion humaine. On a besoin de cette connexion. Donc la supervision entre guillemets, c'est peut-être pas le mot le plus pertinent, mais c'est toujours être en contact, montrer qu'on est là, montrer qu'on veut participer. C'est pas forcément vu comme voilà une stratégie top-down, mais c'est aussi on est ensemble pour développer localement. Donc la présence physique est également importante. Un point sur approfondir un peu plus la partie culturelle. Donc je le disais, hein, la communication est importante et elle passe par des fois une communication qui est un peu différente de la nôtre en France. Comme le disait Tammy, le conflit, on fuit le conflit ici, donc savoir un peu lire entre les lignes, un nom, voilà, ne va pas être dit de manière très franche, mais il faut comprendre que peut-être c'est un nom qu'on entend. Euh, la hiérarchie est très importante, donc le chef est beaucoup observé, admiré, on l'écoute beaucoup. Des fois, il a même, alors ça c'est aussi un peu en train de changer, mais il a souvent le dernier mot.
Donc, avoir ça en tête, ça vous permet aussi d'être peut-être plus ferme certaines fois, ou en tout cas de se dire que il faut être accessible comme leader, mais que voilà, la hiérarchie reste, en tout cas jusqu'à maintenant, l'aspect privilégié pour la prise de décision. Le lien personnel, extrêmement important. Ici, on vous prend facilement dans les bras, et c'est OK. Et ça fait partie des belles choses au Brésil, je pense, ces connexions humaines, pardon. Donc, ça peut nous surprendre, mais on est beaucoup on va vous poser des questions sur votre famille, alors qu'on vient de se rencontrer. N'hésitez pas à vous livrer. En tant que Français, c'est parfois un peu difficile ou contre-intuitif, mais n'hésitez pas à le faire parce que c'est ça qui crée les premiers liens qui vont faire que les choses vont se passer de manière encore plus fluide. Et puis la reconnaissance, montrer que vous aimez le Brésil, que vous êtes là parce que vous avez choisi, hormis bien sûr le côté évident des opportunités business, mais montrer aussi que ça vous plaît d'être là, que vous êtes content de travailler avec des Brésiliens, et puis n'hésitez pas à voilà, de ne pas être trop avare sur les reconnaissances, qu'elles soient publiques ou voilà, une petite attention, un cadeau, quelque chose qui va renforcer ces liens. Donc voilà, c'est très important. C'est vraiment, alors il y a plein d'autres nuances bien sûr, hein. On ne résume pas la culture brésilienne en 4 points, mais en tout cas, ça vous allez le vivre assez rapidement et je pense que ça peut vous aider à être voilà, plus efficace dans vos premiers pas au Brésil. Donc les facteurs clés de succès, un leadership présent et accessible, donc la présence physique, la clarté des attentes. Donc voilà, faut pas hésiter à des fois prendre un tableau blanc et voilà dire bon bah voilà on va ensemble et puis que ce soit bien clair pour tout le monde. Le retour d'informations et puis le partage, hein, on revient toujours sur ce point de la communication, ne pas hésiter à donner un feedback constructif, à expliquer comment on fonctionne aussi, parce que bon, le français peut être perçu parfois comme un peu arrogant ou un petit peu agressif, mais dire que voilà, c'est aussi notre manière de fonctionner, mais qu'on est tout à fait ouvert à essayer d'autres manières. Et puis, construire la confiance. Et ça passe par un peu tout. S'il y avait un mot pour résumer ce slide, c'est bah, tout ça permet aussi de construire cette confiance qui est clé voilà, pour former des équipes qui sont performantes, qui vont avoir envie de travailler. Et puis, donc ça, on parle beaucoup de l'arrivée ici, mais un des points aussi importants, c'est sensibiliser les équipes du siège à cette interculturalité, à cette différence, pour faciliter les échanges, pour que ben voilà, tout le monde travaille en harmonie et ait conscience, que les équipes du siège aient conscience des différences qu'ils vont trouver au Brésil. C'est vrai qu'on a parfois des images un petit peu, voilà, le carnaval, c'est la fête, mais il y a plein de choses, d'autres choses, voilà, qu'il faut connaître pour naviguer le Brésil avec un peu plus de sérénité puis d'efficacité. Euh, donc voilà, votre capacité à construire cette équipe, à la manager, voilà, avec intelligence et puis retenir aussi les talents que vous avez su capter, c'est un élément clé. L'équipe locale est un élément clé. Voilà, savoir ne pas hésiter à être rigoureux sur la recherche de vos talents et l'incorporation de vos talents. Avoir toujours un œil sur l'aspect juridique, mais là du coup c'est mes collègues voilà, qui pourront vous aider dans cette perspective-là. Je renforce le point de l'adaptation culturelle bilatérale et puis voilà des KPIs et une communication avec le siège ou la filiale de manière régulière. J'essaye de vous livrer en 4 grands piliers les quelques bonnes pratiques pour faciliter vos premiers pas au Brésil. Merci Béatrice.
Merci. Nous arrivons quasiment au terme de ce webinaire. Juste avant nous avons une question en instance. Je reviens rapidement sur l'écosystème franco-brésilien autour de la CCIFB. On en a pas mal parlé. Donc, vous voyez ici les différents partenaires de la Chambre sur qui vous pouvez compter quand voilà, vous êtes en interrogation, quand vous êtes en recherche de partenaires, etc., lors de votre souhait de développement au Brésil. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et voilà, donc nous, on est là donc, pour vous accompagner, la CCIFB. On vous a présenté ce matin, je pense, quelque chose de très complet, qui a peut-être, voilà, on était dans certains détails, parce qu'on reçoit vraiment beaucoup de demandes, des questions très précises. Donc, c'était intéressant de vous donner tout ce panorama des possibilités d'investissement au Brésil. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Revenez vers nous par mail auprès de la Chambre et on vous routera aussi vers les bons experts que je remercie très chaleureusement ce matin, nos experts autour de cette table. On avait une question et je pense que cette question était d'ordre plutôt RH pour Béatrice. De Céline Ferreira, la digitalisation accélérée du recrutement concerne quelle étape? C'est dans tout le processus ou en phase initiale de sélection des CV, par exemple, Béatrice? Alors, merci pour cette question dont la réponse est très ample et change à chaque minute, je pense. On parle. Alors, ce que je constate, puisque on est vraiment dans un recrutement qui est en train de se transformer à plusieurs étapes grâce à l'IA. Donc, ça dépend beaucoup de la capacité de l'entreprise en fait à appliquer de l'IA et à quel point elle souhaite aussi confier une partie du recrutement à l'IA. C'est des discussions que j'ai beaucoup du coup avec les DRH des entreprises avec lesquelles je travaille. Le début du processus est souvent à travers des outils de l'IA de LinkedIn par exemple. C'est quelque chose qui est beaucoup fait dans une première étape. Sur les étapes suivantes, ça dépend beaucoup du profil de l'entreprise, du profil de poste également. Donc voilà, je n'ai pas une réponse précise également parce que c'est en mouvement et je pense que les entreprises sont en train de se chercher. Mais si tu veux Céline, si tu veux plus d'éléments, on peut en discuter. Je peux te transmettre plus d'éléments qui est plutôt une réflexion et une discussion avec les différents acteurs. Merci, Béatrice. Je vois que nous avons une autre question de Nicolas. J'aimerais savoir l'impact du Mercosur sur l'importation des services, plus précisément les services informatiques comme le support technique peut-être. Cyprien, l'impact du Mercosur sur l'importation des services, est-ce que tu aurais un éclairage? Euh, alors, il n'y a pas réellement de réduction par rapport à l'accord Mercosur, parce qu'il est vraiment focalisé sur l'impôt sur les produits. Par contre, ça va beaucoup évoluer avec la réforme fiscale, l'impact des impôts sur les services, puisqu'il y a une nouvelle manière, que j'expliquais, d'impôt qui est en train de naître avec la réforme fiscale et d'autres impôts vont diminuer. Donc, ça va bouger. Mais l'impact Mercosur directement à court terme, il n'y a pas, puisque ça concerne les produits. Concernant les produits. Merci. Autre question très large. Merci Jean. Quelle est la température du marché local en termes de M&A, de rachat? Est-ce qu'on voit une accélération? Qui peut répondre sur ce point? Du côté de GT Lawyers, peut-être? Pour les M&A. Quelle est la température pour les M&A? Est-ce qu'on en voit est-ce qu'on a de plus en plus de demandes? Vous sentez le marché bouger? Sur les M&A. Ah, ok, la température du marché. Bon, Ouais. depuis quelques mois, depuis l'année dernière exactement, nous voyons un regain d'intérêt pour les acquisitions au Brésil. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de la température du marché brésilien. Si c'est cela, le Brésilien est toujours à l'écoute. Donc, c'est le bon vieux dicton, tout est à vendre. La question, c'est le prix. Donc, il y a plus sérieusement ici un vrai sujet de succession
J'ai l'habitude de dire que le marché des entreprises brésiliennes, notamment le tissu des PME, PMI, établissements de taille intermédiaire, ils sont 30 ans en retard par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Donc, du coup, toutes les questions de succession, je parle de gouvernance et je parle de succession précisément, je parle pas de technologie, de produits, etc. Là, au contraire, je pense qu'ici, on est vraiment de plus en plus dans le progrès et la modernisation, mais concernant les structures, le cœur de la structure capitalistique, il y a encore question de succession, il y a aussi des opportunités. Parce que effectivement, le Brésilien en général, l'entrepreneur brésilien, il est excellent au niveau de l'expansion. Il est réellement très très bon pour la vente, pour l'expansion, sauf que il n'est pas très regardant sur le back-office, qu'on a déjà dit à plusieurs reprises d'ailleurs. Donc en gros, il va privilégier la vente, le commerce, etc. Il va pas trop se préoccuper de l'organisation, de la planification. Ça a un coût. Et ça commence à coûter cher au bout d'un moment. Parce que là, la conclusion de ça, c'est que finalement, si on n'a pas prévu une trésorerie compatible avec l'expansion et le développement, on va devoir s'endetter et très rapidement, on peut arriver à des goulets d'étranglement financier. Donc, en partenariat avec une entreprise étrangère qui a des produits, qui peut être un concurrent ou un fabricant, c'est toujours le bienvenu pour pouvoir donner un oxygène financier et en plus pour pouvoir aider au développement. Donc ici, le Brésilien est à l'écoute. Il y a pas de problème majeur pour trouver des cibles. Après, c'est dans le niveau de la vérification des cibles où on commence un peu à discerner le bon grand livret. C'est ça. Donc la température est bonne pour les mener et aussi on sait que comme le Brésil a passé, quand le Brésil était, parce que nous avons dit que aujourd'hui c'est la neuvième économie mondiale, hein. Il y a une discussion si c'est la 9e ou la 10e, mais le Brésil a été en 2012 6e avant le Royaume-Uni. À cette époque-là, les actifs étaient relativement chers au Brésil, relativement onéreux. Aujourd'hui, c'est pas le même cas de figure. Donc, on arrive à trouver un terrain d'entente au niveau de la valorisation des sociétés, au niveau des EBITDA, etc. Donc, il y a une discussion possible ouverte. Étant donné en plus que nous sommes avec le taux de change, c'est quand même intéressant de regarder ça. Donc, c'est ce que je vois. Merci beaucoup Tammy pour cette réponse. Il est 10h33, donc je vais devoir fermer ce webinaire. On avait encore 2 questions. Je vais répondre individuellement à ces 2 questions et je vais les router si nécessaire, bien évidemment. Je vous remercie tous parce que ça a été une préparation très rigoureuse. On a apporté beaucoup de fonds aux auditeurs. J'espère que voilà, ils le voient et ça les a beaucoup intéressés. Merci donc à nos partenaires, encore une fois membres de la Chambre et surtout à tous, n'hésitez pas à venir vers nous. On aura l'occasion de router vos besoins auprès de nos membres, de nos experts, voilà, qui ont démontré ce matin leur niveau d'attention et d'expertise. Je vous souhaite à tous une excellente journée, donc au Brésil et en France, et on reste à votre service. Merci à tous, merci Cécile, Cyprien, Tammy, Béatrice. Merci Camille. Au revoir, bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.